nostalgie. Et j'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil parmi nous. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 du matin. Nous aurons le plaisir, plutôt 10h du matin, qu'est-ce que je raconte? En tout cas, nous aurons le plaisir d'être ensemble avec nos rubriques habituelles et bien entendu nos habitudes avec les rubriques et les thématiques que nous aurons choisies pour vous. Nous allons parler environnement et surtout le salon des énergies renouvelables avec Hamid Belkacem dans un tout petit moment. Nous aurons également la rubrique littéraire avec Jawdet Gessouma qui nous parlera de Salim Drissi et de Ferid Mhamri. Il sera aujourd'hui ici parmi nous pour nous présenter et surtout nous proposer de belles lectures comme à son habitude. Nous aurons également à revenir sur une date aussi très importante pour tous les Algériens. Nous allons revenir sur la date du 19 mai 1956 et oui, le tournant décisif pour la guerre de révolution algérienne. Bien sûr, les étudiants ont décidé de mener de front aussi le combat et surtout porter la lutte de libération nationale. Avec bien sûr les lycéens, nous allons en parler, ouvrir cette page d'histoire avec Mohamed Rebah qui est passionné et chercheur en histoire. Il viendra nous parler de l'engagement des étudiants algériens, l'UGEMA. Une page d'histoire sera donc au programme ce matin dans Bonjour d'Algérie. Nous allons également parler santé avec le chef de service d'hématologie qui sera parmi nous pour nous parler donc de langue, surtout cette maladie, l'hémophilie. Nous allons en parler également à travers aussi un reportage puisque Sofiane Hamoudi est allé rencontrer l'association des hémophiles algériens et on fera un gros plan sur cette pathologie. Et on terminera l'émission avec la rubrique Mosaïque de Nassiba Djaïdir. Bien sûr, nous reviendrons sur une très belle exposition qui a eu lieu ce week-end et elle est toujours en place au niveau du musée des Beaux-Arts. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, attentifs et bien entendu, on sera là avec des reportages et puis de la musique. Et puis on n'oublie pas que notre sponsor officiel, c'est Coral Peinture. Tout au long de l'émission, on le retrouvera, bien entendu. On va vous laisser en compagnie d'Emal Laribi pour la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Reposé? Oui, ça va. Vous n'avez pas mangé trop de gâteaux, j'espère? Non, ça va. Ça va? Raisonnable. Raisonnablement. Oui. Pas trop de sucre. Du tout. Non, ça va. Faut Je faire fais attention. La reprise tout doucement, bien sûr, du régime alimentaire tout au long de la journée. Oui, c'est pour ça que Sabrine, c'est bien. Oui. C'est justement pour habituer notre corps à pouvoir reprendre tout doucement notre régime alimentaire. Exactement. Donc, il va faire quand même chaud aujourd'hui. Chaud et beau. Tout comme hier et avant-hier et toute la semaine. Toute la semaine. C'est lourdeau. Hein. Ah bah c'est un mois de mai. Hein. C'est ça le mois de mai. On aura tout l'été pour avoir chaud. Exactement. Allez, on vous laisse présenter la météo. Qu'est-ce qui nous attend? Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt brumeux en ce début de matinée, près des côtes ouest. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée. Par contre, sur le centre et l'est, on aura un ciel dégagé à partiellement voilé près des côtes, mais le plus souvent voilé vers l'intérieur, centre et est, pouvant donner quelques pluies parfois orageuses durant l'après-midi. La moitié sud, toujours un voile vers l'extrême sud, le Gartassili, le Sahara oriental, avec des foyers orageux. Également voilé sur le Nord Sahara et les oasis, avec possibilité de quelques pluies parfois orageuses durant la journée. Ailleurs, le soleil prédominera vers le sud-ouest, avec toutefois des semaines de sable vers le Bécharoua, le Sahara oriental et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt élevées, avec un maximum de 34 degrés du côté de Mascara, également Tiaret, 26 à Oran, 29 degrés à Alger, 23 à Naba, au sud, pardon. Eh bien, on relèvera 39 degrés à Béchar, Gardaya, 38 Biskra, Tamanrasset, 41 à Tindouf, 43 à Elizi, 45 à Drar Insalah et le maximum cette fois-ci vers l'extrême sud avec 47 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et est, mais plutôt agitée sur les côtes centre avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et est et 30 à 50 km/h sur les côtes centre. On va faire un petit voyage
cette fois-ci vers la partie nord de l'Afrique où le ciel restera peu nuageux. À Rabat également, Tunis plutôt ensoleillé. À Tripoli, le Caire, Nouakchott également, Khartoum vers l'Ayoun, eh bien l'Ayoun occupé, le ciel restera plutôt nuageux. Également vers Nouakchott, le mercure affichera 25 degrés à Rabat, 27 Tunis, Tripoli, 35 au Caire, 42 degrés à Khartoum, 31 à l'Ayoun occupé, 34 à Nouakchott et enfin le maximum 44 degrés à Niamey. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Un temps un petit peu humide, hein, n'est-ce pas? Avec cette grosse chaleur aussi qui nous attend. Donc, faudra s'habituer. Hein, faudra s'habituer. Ouais. On a la chance de boire de l'eau, bon. Ouais. Donc tout va bien. Hydratez-vous. Faites très attention aussi aux mesures barrières, bien entendu. Ça encore, on ne cessera pas de le rappeler, n'est-ce pas, Amel? Bah oui, on est toujours avec la pandémie, hein, il ne faut pas oublier. Hein. Il ne faut pas oublier, il faut faire très attention. Exactement. Merci, bonne journée, à tout à l'heure, midi et 19h pour notre bulletin météo. Allez, on continue, on vient tout juste de commencer. On va vous laisser repartir avec une belle chanson qui apporte un petit peu donc, de fraîcheur et surtout de bien-être avec cette belle voix de Lamia Ait Amara qui a signé un tout dernier clip, ça fait pas longtemps, en tout cas ça fait quelques mois, quelques jours d'ailleurs, c'est L'Habib Diali. On se retrouve juste après. Avec ses rythmes, on l'accueille comme chaque mardi matin, il est parmi nous. Hamid Belkacem, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Il s'est bien passé? Oui. Oui. Pas trop de gâteaux? Pas trop de gâteaux, Ouais. pas trop d'énergie, pas trop d'eau. Ah, on en parle. Oui, l'eau, oui. pas trop d'eau, exactement. Pas trop d'eau, oui, mais il en faut, vous savez. Les il faut qu'on se restrictions. rende. Les restrictions doivent être acceptées, acceptables. On a fait des salades. Ce sera
Le ciel n'a pas été clément et donc on doit se résoudre à une évidence. Il n'y a pas d'eau. L'Algérie est un pays semi-aride qui se dirige vers une aridité de plus en plus chronique. Bouleversement climatique oblige. Donc on devrait pouvoir se familiariser avec les restrictions en termes d'eau. On a eu à subir de l'eau un jour sur 3, Oui. avoir de l'eau 6 heures par 24 heures, mais en avoir tout le temps, ok, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, il ne faut pas en faire... Quelques heures. oui, quelques de la heures. journée. Oui. Ouais. Mieux vaut avoir quelques heures rien du tout le temps que rien du tout. Voilà. D'accord. Il ne faut pas aller vers Que ça des soit des prises journées, de l'eau. c'est des horaires fixes quand même. Oui, des Qu'on horaires puisse, fixes. s'organiser surtout. S'adapter, et- s'organiser, tout est possible. D'accord. Et il faut juste savoir bien communiquer. Et c'est là où le bas blesse, c'est en termes de communication qu'il y a des pannes sèches. Voilà, exactement. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, on va parler d'autre chose, c'est les énergies renouvelables. Il y a un salon qui donc revient. Ah oui, 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 c'est la 11e édition oui, c'est très intéressant. de ERA, le Salon international des énergies renouvelables. ERA pour Énergie renouvelable Algérie, c'est la 11e édition. Oui. C'est en fait, ERA a commencé à Taman Rasset en 2010. ERA a continué, vaille que vaille, quelle que soit la situation. Et aujourd'hui, on est particulièrement content de voir ERA reprendre parce que le contexte sanitaire est difficile, mais voir une bonne cinquantaine d'entreprises être présentes, ça donne du baume au cœur parce que c'est l'avenir, c'est le développement durable. Oui. Et maintenir le cap, ça devient, enfin ça l'est depuis un certain nombre d'années. Hein. ERA, c'est le rendez-vous incontournable. Quand on a envie de savoir qu'est-ce qui se fait de mieux surtout, on se dirige vers ERA. Et ERA, c'est deux choses en même temps. Ce sont les énergies renouvelables, certes. Ce sont des entreprises, une cinquantaine qui viennent d'un petit peu innovantes partout, aussi, innovantes, qui ouais. viennent exposer. Mais juste à côté, et c'est encore assez important, notamment pour la période, hein, on va aller vers la campagne électorale très bientôt, il va y avoir une série de communications très thématiques sur les 3 jours. C'est lundi 24, mardi 25, mercredi 26, sur les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut dire que cela vient à un point nommé parce que, pas plus tard que cela fait 48 heures, on en a parlé au Conseil des ministres, la transition énergétique est quelque chose d'important, mais il faut faire aussi beaucoup de pédagogie parce que parfois même dans certaines structures, on va dire stratégiques de l'État, on n'a pas encore compris toute la portée de ce qu'est la transition énergétique. Certains, malheureusement, pensent que la transition énergétique, on va arrêter tout ce qui est fossile et le remplacer par le renouvelable. Non. La transition énergétique, le terme transition est très bien défini, c'est un passage. C'est un passage d'un modèle de consommation énergétique vers qui est un au autre. jour d'aujourd'hui basé sur le gaspillage. D'accord ? On gaspille tout ce qui est fossile, parce que bon, l'Algérie, il y a toujours eu de l'énergie largement subventionnée. On ne le rappellera jamais assez, mais on va le rappeler. Pour les consommateurs et Pour les les ménages. consommateurs, vous savez, quand vous recevez votre facture quittance son gaz, vous allez trouver les 125 premiers kilowattheures à 1 dinar 74. Or, vous payez 1 dinar 74. Mais au sortir de la centrale électrique la plus proche, donc sans les frais de transport, le kilowattheure est produit à 12 dinars. Oui. Il y a un coût de transport, il y a un coût de distribution. Alors il sort à 12 dinars, logiquement vous auriez dû le payer à au moins 15-16 dinars, 17 dinars. Vous ne payez que 1 dinar 74. C'est vraiment Donc symbolique. le dixième du prix, c'est symbolique. Et c'est parce qu'on paye 1/10 du prix de l'énergie qu'elle est largement gaspillée. Voilà. Idem pour l'eau, pour le gaz. Et donc la transition énergétique, encore une fois, c'est le passage obligatoire d'un modèle basé sur le gaspillage vers un modèle basé sur la sobriété, Voilà. vers l'économie d'énergie où les énergies renouvelables font partie de ce nouveau mix énergétique. Mais d'abord de la sobriété, d'abord la lutte contre le gaspillage, ensuite, petit à petit, du renouvelable. Voilà. Et c'est On a vu plusieurs fois donc des intervenants venir sur notre plateau parler donc de bâtiments énergivores. Aujourd'hui, nous sommes dans un programme donc très énergivore en matière d'électricité, C'est une de plaie. pertes bien sûr énergétiques. C'est une véritable plaie. Il y a donc des recherches qui se font. Aujourd'hui, on tend à
partager, par exemple, l'hybridation en matière de production d'énergie, hein, d'électricité, par exemple. C'est de nouvelles donc, propositions qui font leur apparition sur le marché aujourd'hui. Vous savez, algérien. J'allais dire dans le mythe de Sonelgaz, qui est l'opérateur historique en termes d'énergie, ils prennent les devants. Il y a une entreprise qui sera présente au salon ERA, donc lundi 24, mardi 25, mercredi 26, qui va exposer, mais qui va aussi faire des communications. Et cette SKTM, pour Sheriket Kahraba wa Taqat Mutajaddida, c'est la filiale 100% Sonelgaz qui fixe un plan très précis, celui d'arriver vers du renouvelable, donc une énergie propre. SKTM a réalisé qu'il faut de temps en temps être fier de ce qui a été fait par des filiales 100% algériennes, 100% Sonelgaz. SKTM a été leader dans les énergies renouvelables en Algérie. SKTM a des réalisations, notamment dans le Grand Sud algérien. Vous savez, parce qu'il y a l'équité des territoires en Algérie, l'équité et la solidarité des territoires, même les villages les plus reculés dans le Grand, on voit une belle image, hein, dans le Haut-Gard, du côté de Tamanrasset, je pense notamment à Tahifet et d'autres petits villages. On les a alimentés avec des panneaux photovoltaïques. C'est bien, mais parfois, il y a des villes, on va dire, qui manquent d'autonomie. Là, qui se sont développés, parce qu'il y a eu la sédentarisation, il y a des programmes d'aide à l'agriculture, à l'artisanat et tout. Et donc, ces villes-là ont besoin d'énergie. Il y avait de l'énergie à base de diesel. Donc, il y avait des centrales électriques qui fonctionnaient à base de diesel. Il y a une insécurité dans la région et donc, le diesel arrivait du nord ou d'Adrar. Et donc, sur des centaines de kilomètres, le prix de revient du transport, et seulement le transport du diesel, était un prix faramineux. Qu'a fait SKTM? Elle a fait justement ce dont vous parliez tout à l'heure, de l'hybridation. À côté du centrale 100% diesel, elle a installé une centrale solaire, et donc durant la majeure partie de la journée, vous savez, il fait jour à 5 heures du matin jusqu'à quasiment 21 heures. Donc la plus grande partie de la journée, le soir on dort, hein, en général on n'a pas besoin d'assez d'énergie. Donc la plus grande partie de la journée, c'est cette hybridation, c'est cette capacité du solaire, ce qui est renouvelable, qui prend en charge la centrale électrique. Et le soir venu, une petite partie, injection homéopathique de diesel pour avoir de l'énergie. C'est très astucieux et c'est en train d'être généralisé avec des ingénieurs et des techniciens 100% algériens. On a vu de formidables innovations qu'on a pu recevoir sur le plateau. Le chauffage solaire, par exemple. Oui, qui est en train d'être généralisé, le chauffe-eau solaire, qui doit être généralisé. C'est des formidables installations aussi qui ont très bien donné des résultats formidables. Y compris dans les écoles, parce qu'on va investir dans les générations. Vous savez, le développement durable, c'est en direction surtout de ce qui arrive. Ce salon arrive à point nommé. Pourquoi? Vous allez avoir l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, en date du jeudi 12. Quelques jours après, il va y avoir ce salon. Et à l'occasion jamais, vous m'offrez une tribune pour inviter les candidats à aller voir qu'est-ce qui se fait. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on a appris, parce qu'on a, comme dirait l'autre, on a fermé les yeux sur des manques de développement et on arrive à voir près de 15 000 zones d'ombre en Algérie. Il n'y a de zones d'ombre que parce que nos politiques, nos candidats à la députation, seuls qui parlent du développement, mais il faut qu'ils agissent pour le développement. Messieurs, mesdames les candidates et les candidats à la députation doivent aller au salon ERA pour voir qu'est-ce qui se fait en termes d'innovation. Quelles sont les entreprises algériennes performantes? Il faut prendre part aux conférences, poser des questions, chercher des réponses. Et quelquefois, ça a ses fruits, puisque lors d'un passage d'un invité, il y a eu l'impact positif. Ça a été l'occasion de féliciter la directrice de l'énergie de Schleuf, qui, après le passage de M. Kamel Aïtchlif, on a développé les îlots propanés. Schleuf est aujourd'hui leader en Algérie. En moins d'une année, 200 îlots propanés ont été installés. Ça a permis d'abord de fixer les gens. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'exode rural, il y a eu le terrorisme, après il y a eu, alhamdoulilah, le Moussalaha, les gens sont revenus dans leur douar, mais il n'y avait pas d'énergie. Et le fait de pouvoir raccorder notamment au gaz naturel en zone de montagne, où il fait très froid, il y a de la neige en hiver, donc on essaie de déserter. Mais le fait d'avoir installé très rapidement des îlots propanés, ça a permis d'abord, on les a installés aussi au niveau des établissements scolaires,
solaire. Et lorsque nos enfants, les bambins, sont bien au chaud dans leur salle de cours, ça incite les parents à revenir. Voilà. Ça, c'est encore une fois une installation vraiment très utile aujourd'hui pour la région de Chlef. Oui, la région de Chlef, qui est une région montagneuse, rurale, où les gens reviennent. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent leurs champs. Donc, on a des productions agricoles. Et donc, ça génère de la fiscalité locale, de l'emploi et tout. Donc, voilà. Et donc, on invite les politiques, mais pas que, les gens qui sont dans le développement durable, à aller visiter ce salon pour voir qu'est-ce qui se fait, participer aux conférences, parce que vous savez, il y a des conférences de très haut niveau sur ce que peuvent apporter des solutions en matière d'énergie renouvelable à l'économie locale. Voilà. On peut être du côté de Imlaoulaouen, du côté de Tamanrasset, ou du côté d'Afilel, ou du côté d'Ilizi. C'est le pays le plus vaste d'Afrique. Et le pays le plus vaste d'Afrique doit faire appel d'abord aux compétences, à la ressource humaine, mais à la ressource renouvelable. Voilà. Et les étudiants sont nombreux pour nous prouver donc leurs compétences, bien entendu, avec de très belles innovations. Alors, on rappelle que le salon se tiendra du 24, 25 et 26 à Oran. Au centre des conventions d'Oran. Centre des conventions d'Oran. Et tout le monde est le bienvenu, convié. Vous venez parler des étudiants. Voilà, il y a l'USTO, il y a la première borne électrique est l'œuvre d'étudiants algériens, d'une entreprise algérienne, d'une start-up algérienne. Et donc, il y a de l'avenir dans le renouvelable. Il faut y aller, mais il faut pas que les spécialistes, que les étudiants, il faut que les politiques investissent les énergies renouvelables les autorités locales pour mettre fin aux ondes d'ombre. Tout à fait. Merci beaucoup, Hamid Bassem, pour cette actualité vraiment très intéressante et bonne chance à tous ceux qui travaillent dans le renouvelable et on en parlera et on en parle toujours dans notre émission. Bonne journée. Merci. À la semaine prochaine. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Yanis Ait Belkacem qui justement s'intéresse au Salon régional de l'innovation et des porteurs de projets. Aujourd'hui a eu la Gardaya Disrupt qui a vu la participation de plusieurs jeunes investisseurs de tout âge qui ont présenté leurs produits et services. Un salon d'optimisme d'avenir qui a permis à ces peut-être futurs entrepreneurs ou innovateurs de présenter les meilleures expériences en matière de start-up et d'entreprises innovantes. Ce salon est une opportunité pour moi pour présenter mes travaux faits en 3D. Aujourd'hui, je propose mon projet en cours de concrétisation. Ce produit permettra à l'avenir de consommer moins d'énergie. Mon projet est un suiveur de ligne et un détecteur d'obstacles, une innovation qui peut être utile et intéressante dans les grandes usines. Pour certains innovateurs, ce salon était l'occasion de créer une synergie. Pour d'autres, ils ne sont pas leur première participation dans ce genre d'événement, à l'exemple de ces deux petits génies de la mécanique qui ont participé à plusieurs concours internationaux. Ce robot que vous voyez ici est prévu pour participer au concours international Sumo. Nous avons participé à plusieurs concours tels que le Salon des innovations asiatiques, mais aussi celui de Oman, de Corée, également au Salon de championnat arabe de 2018. Le ministre de l'énergie et des mines et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up ont visité ce salon en marge de la conférence régionale des start-up dédiée aux wilayas du Sud. تطبيقات صغار انتم تخدموهم دوكا حنا نخدموهم شوف بحال دركا المؤسسات الناشئه في اطار هذا الابتكار لازم تشوفوا مع مجموعه نمروا لانشاء مؤسسه لانجاز هذا اللعب. Cette machine permet de nettoyer les panneaux solaires. Ce robot peut être nécessaire pour les stations d'énergie. Cette manifestation est considérée comme un élément important et porteur d'optimisme à l'avenir, démontre que les startups innovent et qu'elles peuvent créer de l'activité. Un salon régional qui fait valoir ce territoire du sud algérien, il permettra de mettre en relation des startups et des acteurs de l'écosystème de l'innovation, notamment les institutions et les structures d'accompagnement et les jeunes investisseurs porteurs de projets. Voilà, une très belle rencontre avec, bien sûr, ces porteurs de projets à Gardaya. Et les étudiants, on va en parler tout à l'heure avec Mohamed Rabah et revenir sur cette date historique qui a marqué aussi un tournant décisif pour la guerre de libération nationale. Nous allons recevoir, comme il se doit aussi, Djaoudet Gessouma. Comme chaque mardi, il est parmi nous. Il nous fait donc de belles propositions de lecture. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. T'as bien reposé? Requinqué. Requinqué avec un bon café le matin. Un ramadan assez éprouvant, bon, agréable, mais éprouvant quand même. Quand même. Surtout sur la dernière ligne droite, mais ça va. Pourtant, vous n'avez pas fait de gâteau, vous?
Kima, Oui. bah, je l'ai mangé, c'est aussi fatigant. Donc, on va parler de belles lectures et cette fois-ci de poésie, n'est-ce pas? Oui, donc aujourd'hui, on va allègrement aller sur la prose, sur de la rime et Ouais. sur la ville d'Alger, parce que un D'accord. peu le dénominateur commun de trois, entre guillemets, trois garnements de la De la poésie poésie. algérienne, c'est je suis allé sur quelques pistes vraiment assez agréables, surtout. voilà, donc trois personnages. Et dans le dénominateur commun, c'est un peu cette Behja qu'on représente, c'était la ville d'Alger, qu'on représente comme étant l'enjouée, la gaie, la belle. Même quand elle est vieille et qu'elle a quelques rides, on l'apprécie quand même. Elle sait séduire quand même. Elle sait séduire quand même. Oui, Voilà. par ses quartiers, par Voilà, ses habitués voilà. aussi. C'est sa langue, chevelure même qui peut sembler grisâtre et qui descend vers la mer dans surtout un cette baie amphithéâtre extraordinaire et cette lumière extraordinaire. Donc Voilà. peut-être que c'est, comme Donc, vous dites, ces voilà. garnements de la Voilà, poésie. Voilà, je dis ces ont garnements parce que réussi. c'est un peu des enfants terribles que j'ai rencontrés en cours de route. Donc on va commencer par Farid Mamri. Farid Mamri c'est un poète, un plasticien, donc né en 1954, en pleine révolution. Donc je pense du signe du Verseau. Je le dis parce qu'il il est un peu lunaire dans sa tête. Et c'est un personnage qui a marqué un peu la culture algérienne parce qu'il a étudié à l'INPED, qui est l'Institut de développement industriel et tout. Donc ça a formé beaucoup de cadres. L'INPED a formé beaucoup de cadres vraiment de la nation et des cadres qui ont apporté beaucoup de choses à l'Algérie. Et donc lui, Farid Mamri, c'est un personnage clé des années 80-90. Il a émergé en plein dans ce mouvement qui était vraiment un mouvement culturel très important dans les années 80. Et il a travaillé à la chaîne 3 dans des émissions comme Retour d'écoute, par exemple, et, une émission sur les arts plastiques. Il a été aussi, après, il a géré à l'ouverture de Makam Chahid ce qu'on appelait avant le club Nedil Ons, qui deviendra par la suite le Cercle France Fanon. Et donc, c'était très actif. On pouvait faire des jeux, il y avait de la poésie, donc on le voit là à l'écran. Il a gardé le même visage et tout. Bon, il a l'air un peu marin, mais il a vogué sur plein d'univers justement culturels, poésie, art plastique. Il a animé beaucoup de choses. D'ailleurs, il était la création le journal Menchar qui est né dans ce fameux cercle France Fanon. C'est à cette époque-là que Sabarine aussi était en pleine... Sabarine est venu un peu après, c'est une sorte d'aboutissement. Et donc, voilà, donc là, Farid Mamri, il a participé à la création de ce journal Menchar, le vrai journal Menchar, parce que ce qu'on a maintenant est quasiment un fake. Parce que je dois un petit scoop pour nos lecteurs et téléspectateurs, c'est que le Menchar est encore en justice. Parce qu'il a été spolié on a fait l'objet d'un vol, et donc il est encore en justice. C'est-à-dire, donc le Menchar, le nouveau là, c'est un peu gênant, voilà. C'est une situation qui sert, voilà, je voulais vraiment insister sur ça. Bien, donc Farid Mamri va produire un petit recueil. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'antenne, La Pulpe et l'écorce. La Pulpe et l'écorce. Donc, c'est un ensemble d'images suggestives, comme dit Jamal Amrani de lui, et tout un transfert, une projection de l'extérieur vers l'intérieur par le sortilège des mots. Donc, les mots deviennent magie et nous emmènent bien loin. Vous avez choisi quelques textes. Voilà. Que de péché au nom de l'innocence, ma candeur a pardonné, que de souffrance au nom de l'amour, mon cœur a enduré. Lorsque tu étais bien, mon cœur et toi ne faisaient qu'un, je t'aurais prise
presque dans le creux de ma pomme pour reposer ma tête d'un ressac de mer calme. Donc ça vogue très loin. Ça vogue très loin. Et c'est court, c'est beau. Et c'est court, pertinent et efficace. Et donc c'est comme ça partout. Il a des envolées lyriques formidables. Et donc la pulpe et l'écorce aux éditions Enal, vous avez beaucoup de chance de le trouver, chez les bons bouquinistes. Chez les bons bouquinistes et même dans certaines librairies type Enag, Enal et tout. Normalement, vous allez trouver sa trace quelque part. Et donc on lui rend hommage puisqu'il a quitté l'Algérie, ça fait quelques années. Il n'a pas continué sur cette lancée Il de a poésie. continué il est revenu aux arts plastiques. Donc c'est un plasticien comme on a vu dans l'image de tout à l'heure, c'est ces peintures qu'on voit au fond. Donc il a une sorte de peinture comme ça, assez marquée sur les ancêtres algériens. On remarque ces dernières années que beaucoup d'artistes peintres ou de poètes sont les deux en même temps. Oui, ça, vous allez trouver ça. Tout comme Monsieur Guita, qui a fini par écrire justement un livre et publié. Qui a publié. Voilà, qui a publié. Voilà, mais il a toujours écrit. Là, par exemple, on voit l'illustration, c'est Arskel Arbi. Arskel Arbi est aussi poète, il est scénariste, il est réalisateur, il vient de réaliser quelques courts-métrages vraiment d'excellence. D'ailleurs, il était, je pense, nominé au prix du film Amazir et bon, faute de et très discret COVID, en plus. Très discret, mais assez pertinent, efficace. Il travaille beaucoup dans la déco, dans le cinéma, et il réalise lui-même. Donc, ce sont des personnages vraiment qui bougent, qui font plein de choses. Oui, pour la culture algérienne d'ailleurs. Oui, pour la culture algérienne. On le salue s'il nous regarde et qui nous écoute ce matin. Je pense qu'il nous écoute. J'étais avec lui au téléphone hier. C'est très bien. Voilà. Donc, on lui rend hommage. Et puis après, un personnage, je vous dis aussi, complètement bizarre et insolite, mais d'une sympathie extraordinaire et d'une bonhomie. Et donc, vraiment, je voulais rendre hommage, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces garnements de la poésie qui manient le verbe vraiment d'une belle manière. On a Salim Drissi. Alors, Salim Drissi avec les femmes de la Casbah. Comme je disais, c'est un peu l'incarnation de... Là, il nous fait un passage des femmes de la Casbah aux éditions Le Manuscrit. C'est de la prose et c'est des textes d'une redoutable efficacité et d'une beauté vraiment fulgurante. Redoutable efficacité, ah oui, comment ça? Mais lui, il est... Vous allez me faire aimer la poésie? J'espère bien. On va finir par y arriver. Alors. Bien, donc, le cri étouffé, le harem du dé. Donc, c'est les femmes de la Casbah. C'est des poèmes dédiés, mais quand vous lisez... Très modeste ouvrage, quand vous lisez l'ouvrage, il y a vraiment la représentation de ces femmes qui sont à la lumière et en même temps dans l'obscurité, qui sont souvent discrètes, effacées, et que le patriarcat, si vous voulez, a complètement caché juste sous l'ombre d'une fenêtre qui laisse passer la lumière. Pour pouvoir donc entrer. Voilà, donc tout ce système-là, il est vraiment décliné. Là, lui, il a exporté, si vous voulez, cet univers vers la poésie avec un langage châtié et tout ça. C'est très intéressant à lire. Celui-là, il va falloir commander. Donc ensuite, on est sur des rivages lointains, encore en train de voguer par monts et par vaux. Le troisième. Et le troisième, paru aux éditions Eddy Livre, c'est Rivages lointains, donc aussi de la poésie, de la prose. Et Salim Drissi est un personnage hors du commun. Il fait des découvertes archéologiques, normal. Il vous raconte ça. Vous êtes en train de discuter avec lui. Il vous dit, tiens, j'ai découvert quelque chose. Et vous allez vous renseigner. Vous allez voir que la découverte est universellement reconnue. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est un des plus grands archéologues qu'on a en Algérie. C'est une star. Appelez les beaux gosses, ça en rajoute. Ça en rajoute. Et donc, du coup, c'est un personnage vraiment extraordinaire. Il est maître de conférence à l'Institut d'archéologie de l'Université d'Alger. Il s'intéresse au mouvement des populations intervenues durant la période romaine dans le Maghreb antique. Donc, lui, il est spécialisé dans les romains, pré-romains. Une fois, on était avec lui, il était devant une stèle, il me l'a lisé comme ça en romain, il me dit, tiens, c'est vraiment un personnage... il s'est formé. Voilà, il s'est formé, il communique. Parce qu'il est passionné. Voilà, et donc, et en plus, il est d'une modestie exemplaire, voilà. Oui. Et donc là, il parle de Hizia.
Il dit Tairneish. Tairneish, c'est un oiseau qui existe aux environs dans le Sahara algérien. Tairneish situe sur la tombe de Hizia. La beauté chantée s'efface des yeux. Il n'en reste que le khul, inconnu parmi les morts. Où êtes-vous, poète aux paroles d'or? Sidi Khaled veille sur la légende de la belle vendue. Il ne reste que le sable. Voilà. Donc, seulement seul, les murs nus de ma cellule, couverts de sombres pensées, libre enchaîné à l'affût d'un bruit messager. Il fait lune dans ma clarté, le soleil fuit des yeux aveugles, j'anime le temps, fredonnement, l'espace s'astreint, piège mes pas, graffiti. Donc, Selim Drissi, Rivage, oui, il a des textes vraiment d'une force vraiment extraordinaire. Ce sont des poètes qui ont marqué le temps. On va juste aussi aller en plein centre de la Casbah, où j'ai fait la découverte d'un personnage vraiment aussi. Il est chauffeur de taxi. C'est un jeune, beau gosse, brun, toute la jeunesse devant lui. L'éloquence et la pertinence. Il va parler, un vrai Kasbadji pur et dur. Alors, je parle de Mqdad, Ben Saleh, dit Dadi Sohaib. Donc, il a une page Facebook et on l'appelle Sha'ir al-Madina. Donc, il est sous ce générique qui est sponsorisé par une plasticienne assez militante de la protection du patrimoine de la Casbah. C'est bon, Naila Bouhird Naili qui est connue. Et donc, elle a pris un peu sur son aile, elle lui sponsorise une page. Et c'est un chauffeur de taxi qui écrit souvent dans les embouteillages. Et donc, Sha'ir al-Madina, ceux qui ont Facebook peuvent y aller. C'est un personnage avec, il écrit en arabe. Alors, il vous fait un adan andalousi. Donc, nous, on appelle ça, c'est-à-dire l'Adan Andalousi, le vrai qui m'a candidat à l'Ifaddi et tout ça. C'est un Adan, c'est-à-dire sous le mode Andalousi. Je vous jure qu'il fait un Adan extraordinaire. Et donc, il chante, il écrit, il est calligraphe. Et c'est un personnage vraiment, moi je rêve de le voir édité. Vous avez parce que non, j'ai pas, mais j'invite les gens à aller. J'ai pas Facebook. Il faudrait qu'on l'invite alors. Voilà, c'est un personnage vraiment à inviter parce qu'il a un tel sens du verbe, de l'éloquence, de la pertinence que vraiment il est à découvrir. Moi, il m'a halluciné tellement. Magnifique. C'est vraiment un très bel hommage. Un hommage aussi à Sidi Ahmed Serri qui lui aussi avait un Aden à l'algérienne. Voilà. Ces personnages sont vraiment l'incarnation vraiment du mois du patrimoine. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des musées. Les musées sont gratuits, il faut y aller. Il faut y aller, voilà, et profiter, exactement. Merci beaucoup pour ces découvertes, Djaoudet. 3 personnages que vous nous avez fait découvrir. Donc, à la semaine prochaine. Et bonne journée à vous. Merci. On continue. Je vous invite tout de suite, justement, à rester dans le mois du patrimoine et à la découverte d'un qsar, cette fois-ci, dans la région de Ouargla. Le qsar d'En Goussa. Voilà. C'est un reportage signé Camélia Mellel. Voici ce qui reste de Qsar d'En Goussa, un joyau architectural qui raconte à travers ses murs plus d'une histoire. Surplombant le haut d'une colline, ce qsar qui était jadis le cœur palpitant de la région de Ouargla est aujourd'hui un ensemble de vestiges attestant de l'histoire des anciens habitants. Il était jadis appelé Qsar Tel Asdouz. Après que les tribus de la région se sont séparées, ces tribus ont préféré donner un nouveau nom à ce lieu, à savoir Qsar Ngoussa. Dans ce site, on retrouve un seul accès, Bab Zarga, ouverte tout au long de l'année, puisqu'elle est le seul chemin qui mène vers des sources d'eau. Mais il faut savoir qu'en cas de guerre ou de conflit, cette porte reste fermée et les habitants s'approvisionnent en eau dans la source Tel Moussa, qui se trouve à l'intérieur du Qsar. La palmeraie mitoyenne des maisons ainsi qu'une partie de la modeste mosquée au coin de cette ruelle étroite ont été restaurées par les locaux, soucieux de sauvegarder le lieu de culte, un lieu qui continue jusqu'à présent d'accueillir des centaines de fidèles. Mais une grande partie du qsar doit absolument être réhabilitée et restaurée pour sauvegarder le patrimoine matériel inestimable de Ngoussa.
Il y avait beaucoup de mosquées dans Sursar, à l'instar de la mosquée de Sidi Nouh, de Baba Baqa, de Imraren, de Sidi Salah et la mosquée de la Zawiya Rahmaniya. Sursar est l'un des premiers sites édifiés dans cette région. Il est même plus ancien que Rsar-Wagla. Jadis, cette ville était constituée que de qsour et de lieux historiques. Aujourd'hui, et face à cet état de dégradation avancé, les habitants réclament la préservation de ce patrimoine et la rénovation de ses vestiges. Voilà, c'est très important bien sûr de parler de rénovation. Nous allons bien sûr l'évoquer à chaque fois dans nos émissions, plusieurs émissions. On ne s'arrêtera pas bien sûr au mois du patrimoine, mais on continuera bien sûr à évoquer tout cela avec nos rubriques et surtout nos invités. Nous allons ouvrir une page santé à présent avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Salim Nekal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes chef de service hématologie et banque de sang au niveau de Beni Msous et vous êtes aussi professeur en hématologie. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler donc de tout ce qui concerne l'hématologie et surtout les problèmes aussi liés au manque de sang, les problèmes aussi liés aux pathologies qui touchent bien sûr à cette précieuse denrée qui nous fait vivre aujourd'hui. Oui, et aussi parler de l'hémophilie. Oui, l'hémophilie. Puisqu'on en avril, on a fêté il n'y a pas très longtemps la journée mondiale de l'hémophilie, 17 avril. C'est ça. Et puis donc, bon, ce n'est pas uniquement une journée l'hémophilie, c'est toute l'année, et pour ne pas dire toute la vie. C'est une maladie génétique qui a pris véritablement un essor depuis l'avènement de nouvelles thérapeutiques. Pour décrire assez rapidement, c'est une maladie génétique qui se transmet donc de la maman et qui touche majoritairement les enfants et surtout les garçons. Voilà. On a à peu près une naissance pour 10 000, un malade pour 10 000 naissances. Et la problématique, c'est que avec l'âge, on a des problèmes notamment de saignement, de risque de saignement, de problèmes articulaires, puisque les saignements peuvent concerner des articulations, notamment le genou, et à la longue, ça a entraîné, je dis bien ça a entraîné, des handicaps parfois majeurs. Donc on avait, on voyait des personnes sur des chaises roulantes. Ce n'est plus le cas maintenant. On peut dire que on arrive à soigner. Plus. Oui, on soigne de mieux en mieux. On a eu la possibilité, grâce à beaucoup d'efforts, de pionniers dans notre spécialité, surtout pour l'hémophilie, que ce soit des pédiatres, des hématologistes, des biologistes, des radiologues, des chirurgiens, des médecins physiciens. Et donc, on a pu obtenir avec le ministère de la Santé des directives, ça fait 3 ou 4 ans, pour qu'il y ait ce qu'on appelle le traitement préventif. Exactement, ce qu'on appelle la prophylaxie. C'est ce qui est recommandé sur le gold standard. Voilà. Donc, on n'attend pas que l'enfant saigne. Non. Pas dans le ventre. Pas encore. Non, pas encore. Parce que si on agit comme ça veut dire qu'on sait que dans le ventre, il y a déjà un malade. Ce n'est pas évident. Mais peut-être que ça viendra un jour. Oui, non, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On traite maintenant pour différentes autres pathologies des fœtus. On traite en intra-utérin. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant pour l'hémophilie. Toujours est-il, pour donner un aperçu, c'est que dans notre pays, à l'instar de pays développés, nous avons réussi quand même à mettre en place une stratégie et une politique de santé pour ces malades vraiment intéressante. Voilà, d'avant-garde surtout. Absolument, il y a à peu près 2600 malades qui sont suivis dans notre pays. Ils ne sont pas tous graves, on ne peut pas rentrer dans les détails de la maladie, mais il y a des formes graves, des formes non graves. On va en parler dans un moment. On va voir justement, puisque notre journaliste Sofiane Hamoudi s'est déplacée vers l'association, donc les malades, les parents de malades se sont constitués en association, peut-être pour mieux comprendre la maladie et mieux agir plus rapidement avec des spécialistes, bien entendu. Donc Sofiane Hamoudi a fait un gros plan sur l'association des hémophiles algériens. Regardez, on se retrouve juste après. Kousseïla est un garçon qui souffre d'une maladie rare, l'hémophilie. Cette maladie assez méconnue est incurable pour le moment. Aujourd'hui, grâce à cette association nationale de l'hémophilie qui se trouve à Tizi Ouzou, Kousseïla a appris à utiliser sa propre cure. تيجي البواط تيجي لابود تيجي لما ديك تشري لابود
نرجم الميلونجي ديك ستيك ابري نشحمو كي شوي نجم نستوي اللي راه كيني ترى على داخل كي باش ديرها وساونا كيني با تجديها Très bien. C'est pas compliqué? Mais c'est compliqué? C'est pas facile quand même d'accepter la maladie. Mais grâce à l'association nationale, on avait contacté avant tout, il était à Tizi Ouzou, avant il était Mademoiselle Laman. On avait des renseignements au niveau de l'hôpital. Il nous a donné son numéro de téléphone, on avait la contacté. On s'était inscrit à l'association et puis on fait lorsqu'il nous appelle, on fait avec elle des sorties sur la colonie, on fait des sorties de balades comme ça, des recommandations au niveau de l'hôpital. Le but de cette sortie, c'est bien d'avoir connaître les gens qui sont atteints de la maladie et pour changement d'idée et en même temps pour ne pas voir que vous êtes seul toujours. Au moins, vous avez des gens derrière toi toujours. Il y a des malades, comment il y avait l'espoir. L'hémophilie touche une personne sur 10 000. Cette maladie hémorragique héréditaire est due à un déficit des facteurs de coagulation en facteur 8 pour l'hémophilie A, la plus fréquente, ou en facteur 9 pour l'hémophilie B. Comment la maladie se transmet-elle? Quels sont les premiers signes? Pourquoi ces saignements? Autant de questions qui ont été posées à la présidente de l'Association nationale de l'hémophilie. Un trouble de coagulation qui touche majoritairement les garçons. C'est une naissance sur 5000 garçons. Donc on a l'hémophilie A et l'hémophilie B. L'hémophilie A, c'est un trouble de coagulation qui se manifeste en déficit en facteur 8 de la coagulation. Et l'hémophilie B, c'est un déficit en facteur 9 de la coagulation. Donc les deux hémophilies, elles ont les mêmes symptômes, elles se rejoignent, elles ont les mêmes manifestations cliniques, c'est juste le traitement qui est différent. Donc l'hémophilie A, on la traite avec le facteur 8 de la coagulation, le facteur manquant qu'on substitue, et le facteur 9 aussi pour l'hémophilie B. Voilà la différence, sinon c'est les mêmes manifestations cliniques, sauf que l'hémophilie A, elle est plus répandue que l'hémophilie B. Cette famille est arrivée de Tixirt. Leur fille est hémophile. Ses parents racontent leur souffrance suite à l'hémorragie qu'a subi leur fille. Elle souffre aujourd'hui d'un déficit en facteur 7 qui touche les garçons et les filles en même temps. من الساعة 6 جويل ديال العمريس تجهزت ثميطيس متبوعة على لوبيتال ومن بعد نيد ذلك كي ديفيسيل فاكتور 7 صافي تزوار انه فيه مغالا شفت لهلاكي كي السين غالا صافي وعاركنا ثقبله إذا لا بريبارو كل وين غتحفظ كيف فردان لاسوسياسيون وما نقال ندهي مكانو نزار عند الدول راس عقلا نستنشطوح و هذا فوق مولاني لان يومالك كي لا ودي كنا لا دلاله كانت النظام كثر تيجيني الحمد لله ربي تشكرنا قارن الحونه لافن نحمد ربي نشكر باقي غتفقد. De retour sur le plateau, et c'est vrai que c'est très difficile de voir quand c'est surtout des enfants qui sont touchés, n'est-ce pas, docteur, professeur? Alors c'est vraiment très lourd. Alors on voyait, vous nous disiez, en général, les filles sont très rarement hémophiles. Hein. Dans le monde, il y en a une dizaine dans le monde? Peut-être un peu plus chez nous, on en connaît 2 ou 3, peut-être 4, sont bien identifiés, parce que pour qu'une femme soit hémophile, je disais que le papa doit être hémophile lui-même et que la maman soit vectrice, c'est elle qui elle transmet aussi. Donc pour avoir cette probabilité, c'est exceptionnel. Mais voilà, c'est exceptionnel. Comme la petite fille, elle est porteuse du facteur 7, c'est ça? Cette petite fille, elle n'est pas hémophile, elle a un déficit en facteur 7. Voilà. Or, l'hémophilie, c'est un déficit en facteur 8 ou en facteur 9. Ça, c'est un déficit en 7, mais ça rentre dans ce qu'on appelle des maladies de la coagulation. Il y en a beaucoup, hein. Il n'y a pas que le facteur 7. Presque tous les facteurs de la coagulation peuvent être touchés par un déficit génétique, et donc entraîner plus ou moins des signes. Mais pour l'hémophilie qui nous intéresse maintenant, enfin pour aujourd'hui, je disais qu'on a à peu près 2600 patients qui sont répertoriés
On en attend parce qu'on sait à peu près, en fonction de la population algérienne, on attend entre 4000 et 4500 malades. Ceux qui ont été diagnostiqués, c'est à peu près 2600-2800. C'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de diagnostic, mais c'est surtout parce que c'est des formes gentilles, des formes mineures. Il y a 3 formes. Il y a la forme grave, celle qu'on connaît. Il y a la forme un peu moins entre 1 et 5. Ça dépend Vous nous l'avez expliqué avec bien sûr des dégradations. Pourcentage du facteur dans le sang. D'accord. Voilà. Alors pour la petite fille, elle se fera piquer tout comme le petit garçon qu'on a vu dans le reportage? Absolument. À chaque fois qu'il y aura un saignement. 3 fois? Des fois plus. Mais pour le déficit 7, c'est une autre prise en charge différente quand même de l'hémophilie, qui est le déficit en 8 ou en 9. Parce qu'il y a tout simplement ces directives dont je vous parlais qui préconisent une prophylaxie pour les formes graves chez les enfants. Donc les formes sévères, maintenant on a la possibilité de mettre une prophylaxie. Avant on traitait quand le malade saignait, quand il tombait, quand il y avait un problème. Or maintenant on n'attend pas qu'il saigne, on lui donne le facteur en essayant de maintenir le taux de facteur manquant à des degrés acceptables pour qu'il ne saigne pas beaucoup et surtout pour qu'il n'y ait pas de risque de mettre le pronostic vital en jeu. Parce que vous imaginez si l'enfant, ou même un adulte, tombe sur la tête ou un accident, les risques sont énormes. Voilà, une hémorragie qui risque de prendre... Absolument, absolument. Donc avec cette prophylaxie, non seulement on évite des saignements, mais aussi on permet à l'enfant, à la famille, d'avoir une qualité de vie quasi normale. Donc l'enfant sans inquiétude, exactement, parce que les parents sont très très inquiets, on apprend à vivre. Il y a certaines familles où il y a plusieurs malades dans la même famille, plusieurs garçons, et c'est lourd. C'est une pathologie qui est extrêmement onéreuse à prendre en charge. Les prix des facteurs est assez exorbitant. Exorbitant, c'est peut-être pas le mot, même si parfois. Et on n'a pas parlé d'un deuxième problème de l'hémophilie, c'est quand on donne ces produits dont on parle, c'est-à-dire, on appelle ça des facteurs de remplacement. Si c'est une hémophilie A, on donne le facteur 8. Ce facteur 8, il peut être obtenu soit par partir du plasma, donc, et on appelle ça un produit plasmatique, ou là, maintenant, par génie génétique, donc des facteurs recombinants. La problématique, c'est qu'avec ces facteurs recombinants, il y a moins de risques d'avoir des maladies. Vous vous souvenez peut-être du scandale du sida au début des années 80. Les hémophiles ont été ceux qui ont été les plus contaminés à cause justement du plasma. Mais maintenant, avec les recombinants, les risques sont vraiment très très faibles. Par contre, il y a un autre effet secondaire tout aussi redoutable qu'on appelle les anticoagulants circulants. L'organisme va fabriquer des anticorps, non pas contre la Covid-19, non, mais contre le facteur 8 qu'on lui donne. Et donc, il ne répond plus. Heureusement qu'il y a maintenant des produits, depuis quelques années maintenant, grâce à une dame d'ailleurs, qui a développé ce qu'on appelle le facteur 7 activé, qui est un produit des collaborateurs que sont le Novo Nordisk, et un autre de Takeda, le FEBA. Donc, on a ces deux produits, la possibilité de traiter des malades, même quand disant des anticoagulants, ce qui est une révolution avancée, pour la médecine, formidable, et pour les patients d'ailleurs qui souffrent. Avant ces produits, c'était une catastrophe. Et ben alors, maintenant, je voulais vous demander, comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer assez tôt, justement, un patient s'il n'a pas encore réagi, saigné ou quoi que ce soit? Est-ce qu'à la naissance, on arrive à savoir déjà? On conçoit mal de faire un test à toutes les naissances. Quand même, on a dans notre pays 1 200 000 presque dans naissances par an. Vous imaginez si à la moitié c'est des garçons, c'est pas réalisable. Par contre, s'il y a une histoire familiale, on sait, souvent c'est du côté de la maman. C'est l'oncle maternel, on connaît, tiens, Daroa, Osmana, quand il a fait la circoncision, il a saigné, il a des problèmes, il est peut-être un handicap. Voilà, on a une notion et on les connaît maintenant. Il y a un centre de traitement de l'hémophilie qui est quand même un centre assez connu à Blimsous, qui regroupe presque un peu plus de 300-400 malades sur les 2600. Il y a un fichier. Oui, il y a un fichier. Je pourrais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le baromètre avec justement nos collègues de Novo Nordisk, qui est le ministère de la Santé. Et donc, le fait d'avoir des antécédents peut nous amener non seulement à prendre en charge la maman qui va accoucher, parce qu'il y a des gestes qui peuvent être faits. Il y a peut-être une césarienne. Donc, il faut qu'on soit armé et au cas où. Maintenant, s'il n'y a pas
d'antécédents, il y a ce qu'on appelle des mutations. Et donc, tout à coup, la maman... Voilà, tout à coup, la maman donne naissance à une hémophilie, il y a une mutation, c'est génétique. Et là, les premiers signes, c'est qu'il il commence à voir, il se blesse, des hématomes, tiens. Il se touche un petit peu, bleus. Les bleus à droite, les bleus à gauche, la chute des dents, enfin, des petits signes comme ça. Le diagnostic est extrêmement simple. Deux tests, tout le monde connaît. Vous savez, quand on va faire une intervention, on fait ce qu'on appelle le fameux bilan préopératoire. Et bien, dans le bilan préopératoire, il y a les tests d'hémostase. Et bien là, on sait, il y a 2 petits examens de rien du tout, et on sait qu'il a un problème. Ensuite, on va le spécifier et connaître son degré. Et ensuite, il y a toute une conduite à tenir connue avec son carnet, etc., etc. Vous avez très bien expliqué. En tout cas, on vous en remercie. Merci beaucoup, Yatek Saha. Je rappelle, professeur Salim Nekel, vous êtes chef de service hématologie et banque de sang au niveau de Ben Missous. Vous êtes professeur en hématologie. Bon courage à vous pour votre noble métier. Et puis, à très bientôt. Bonne journée. Un tout petit mot. On a le 20... Oui, ce jeudi, il y a eu une réunion justement pour l'hémophilie à Sétif pour parler de ces problèmes. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Bonne journée, restez avec nous. Cette fois-ci, on y va, justement, on ouvre une page histoire cette fois-ci avec ce reportage signé Sabrina Khlifi qui nous fait donc la célébration, qui nous parle de la célébration du 19 mai 1956, journée nationale de l'étudiant. On en parlera juste après avec notre invité. C'était un samedi, le 19 mai 1956. 2 ans et demi après le déclenchement de la guerre d'indépendance, l'UGEMA lance un appel à une grève illimitée des étudiants et lycéens. L'appel à la grève a trouvé un large écho auprès des étudiants algériens qui ont instantanément choisi de déserter les bancs des universités et des écoles pour rejoindre le maquis. Sous le slogan « Les diplômes ne feront pas de nous de meilleurs cadavres », ils ont remplacé leurs plumes par des fusils. Dès le premier jour de leur ralliement des rangs de la lutte, les nouveaux arrivants se virent confier des missions à différents niveaux, tant sur le plan politique que militaire. Certains s'occupaient des blessés, d'autres ont activé au sein du ministère de l'Armement et des liaisons générales Malg, en assumant nombre de missions comme le lancement de la radio Saout El Jazair, la collecte d'informations sur les mouvements de l'ennemi et l'organisation d'un réseau de communication entre les différentes unités et leur commandement. D'autres encore ont pris part aux préparatifs des négociations politiques entre la partie algérienne et son homologue française. Ce fut un coup dur pour les autorités coloniales, qui misaient sur l'assimilation de l'élite algérienne, mais la maturité des étudiants algériens et leur sens de patriotisme ont faussé leurs calculs. Le ralliement des étudiants au rang de la lutte armée a été un saut qualitatif dans la trajectoire de cette période cruciale. Le monde a découvert ainsi qu'il s'agit en effet de la révolution de tout un peuple. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les d'affaires. Voilà, avec Monsieur Rebah, on aura donc des témoignages et surtout rappel historique, bien sûr, de cette journée du 19 mai 1956. Monsieur Rebah, bonjour et bienvenue, marhaba bik. Merci de l'invitation, merci ce jour. Oui. De très important pour tous les Algériens. Oui, de se souvenir de ceux qui ont donné leur vie, qui ont quitté les bancs de l'université, les bancs du lycée aussi,
qui ont rejoint le combat pour l'indépendance nationale et qui ont donné, je parlerai de ceux qui ont donné leur vie, ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Oui. Donc le rappel, c'est rapidement des faits. Le 19 mai 1956, les étudiants musulmans d'Alger d'abord. Du GEMA. Oui, ils ont donc ils se sont mis en grève, la grève des cours et des examens à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans, du GEMA, pour justement rejoindre le combat libérateur. Mais en fait, le véritable inspirateur de la décision prise au cours d'une assemblée générale qui s'était déroulée la veille, 18 mai, c'était le FLN. Et à Alger, le FLN était dirigé par Ben Ramzan. Voilà pour les faits. Et il faut dire que les lycéens étaient beaucoup plus nombreux à rejoindre le maquis. Et parmi ces lycéens, je voudrais évoquer le souvenir de Pierre Gnassia, élève de première moderne, actuel 2e AS, du lycée Bugeaud, actuel Émir Abdelkader, qui a rejoint le maquis de la Wilaya 4, qui a suivi la grève, qui a rejoint le maquis de la Wilaya 4, et qui est tombé au champ d'honneur. Il était responsable d'une infirmerie, et en défendant les... Il n'a pas voulu quitter l'infirmerie, il a défendu ses blessés et il est mort, c'était au cours d'un bombardement. Voilà. Il est peu connu, donc vous vouliez justement aujourd'hui lui rendre hommage. Oui, parce que c'est un symbole. Pourquoi c'est un symbole? Parce qu'il est de confession juive. Et il a intégré la nation algérienne dans le combat. Il a lutté aux côtés des opprimés. Les Juifs étaient de citoyenneté française de par le décret Crémieux. Et ils avaient les avantages et les privilèges du citoyen français. Et lui, fils unique d'une famille de Ténès, il est né le 24 juillet 1939 à Ténès. Son père est d'une famille aisée. Son père était fonctionnaire de l'administration des impôts à Ténès. Sa mère était propriétaire d'une bijouterie et il manquait de rien, absolument de rien. Il faisait de brillantes études. Oui, il est un brillant élève. Il a fait ses études primaires à l'école de Ténès qui était dirigée par Gaston Donat, qui était engagé dans la lutte pour l'indépendance. Et ils avaient pour voisin, ses parents avaient pour voisin, le docteur Masbeuf, qui est pour beaucoup dans l'éveil politique du jeune Pierre Gnassia. Vous voyez dans quel milieu il a grandi. Ce jeune étudiant. Le docteur Masbeuf, bon, il était membre du Parti communiste algérien et lui-même s'est engagé et a été arrêté et condamné à 20 ans de prison. Voilà. Et vous vouliez justement rendre hommage à tous ces jeunes par le biais donc de certains noms, le biais donc de Taleb Abdelrahman également, lui aussi qui est tombé au champ d'honneur. Juste quelques mots, j'ajoute je passe à Taleb Abdelrahman qui est un symbole, lui aussi. C'est que Pierre Gnassia, l'exemple, son engagement total et son sacrifice jusqu'au sacrifice suprême a été donné en exemple par le GPRA dans une de ses revues. Nous sommes tous algériens. C'est-à-dire qu'il le considérait comme algérien et il n'a pas il n'est pas resté dans la nation française dominante
parce que la nation française dominait, c'était l'Algérie était colonisée, lui a intégré, encore une fois je le dis, a intégré la nation algérienne dans le combat. Et il a donné sa vie. Et ceci, on le retrouve dans Des chemins et des hommes. Je trace son portrait dans le livre Des chemins et des hommes que j'ai écrit. Il y a des portraits de Moudjahidine et de martyrs. Et j'ai un petit peu décrit ici le maquis de Cherchel, où il y a eu de nombreux lycéens dans les monts du Dahra. Aussi le maquis de Shrea, où de nombreux lycéens et étudiants sont montés. Je dis encore, les lycéens étaient beaucoup plus nombreux. Et aussi, nombreux ont donné leur vie pour que vive l'Algérie. Il ne faut pas oublier non plus, il y avait des lycéennes comme Hassiba Ben Bouali qui a donné sa vie pour que vive l'Algérie, et aussi les élèves musulmans du primaire se sont mis en grève. La grève, la décision prise, c'était une grève illimitée au départ. Mais finalement, elle n'a duré qu'une année scolaire. Et sur décision du FLN, les études ont repris en octobre 1957. Quand même, les bancs ont été désertés par bon nombre d'étudiants, lycéens. Il y a eu, et ça a été, ce n'est pas l'événement n'est pas passé inaperçu, même la presse coloniale en a fait état. Les journaux ont annoncé l'événement à la une. Et ensuite, pendant plusieurs jours, on parlait de la grève des étudiants. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que c'est l'expression, c'est l'engagement des étudiants et des lycéens aux côtés des ouvriers, des paysans. Et les paysans, c'était eux qui supportaient le poids dans les montagnes, le poids de la lutte, et l'expression de l'unité du peuple dans le combat. C'est ça l'important. C'est très important. C'est cette expression de l'unité du peuple algérien dans le combat. Voilà. Et bien entendu, on n'oublie pas aussi votre frère Nourdine Rebah, lui aussi, qui était étudiant. Oui. Qui est donc qui a rejoint le maquis et il était bien avant 1954 déjà dans le mouvement national de la jeunesse. Il était dirigeant de l'Union de la jeunesse démocratique algérienne et il avait conduit des délégations au Festival mondial de la jeunesse démocratique, délégation algérienne. Et donc il avait une pratique sociale, il avait une capacité politique, il est allé au maquis avec une capacité politique. Ils étaient très matures, les étudiants de l'époque, et ils étaient vraiment engagés pour libérer, bien sûr, leur pays. Commencé très jeune. Nombreux très jeunes dans les scouts musulmans. Il y avait le mouvement associatif, qui était très fort. Mouvement associatif, sportif, et qui était intégré au mouvement national. Ça a été justement révélateur pour le mouvement par la suite et l'engagement aussi. Ce n'est pas venu comme ça, par hasard. Et puis le mouvement... La tournure aussi du 1er novembre. Estudiantin, une évolution depuis 1919, depuis la création de l'amicale. Taleb Abdelrahman également était étudiant en chimie, donc c'était un brillant aussi étudiant, tout comme d'autres étudiants qui avaient donc tout un avenir tracé devant eux. Taleb Abdelrahman, c'est un symbole de l'engagement de l'intellectuel dans le combat. Taleb Abdelrahman est fils de pauvre, né le 5 mars 1930 à la Casbah, rue des Sarrasins. Son père se levait à l'aube pour pâtissier pour aller gagner le pain de ses enfants. Il a fait d'énormes sacrifices pour justement que son fils Abdelrahman fasse des études et arrive jusqu'à l'université. Et Taleb Abdelrahman
c'est surtout ce qu'on retient, ce qu'il a déclaré devant le tribunal, de manière courageuse. Avant son exécution. Oui, au 3e procès, parce qu'il a été condamné à mort à 3 reprises. Oui. Et il a laissé des mots poignants. On demande ma tête encore et pour la 3e fois. C'était en décembre 1957. Mais messieurs, je suis un mort en sursis et croyez-moi, ma 3e condamnation à la peine capitale ne m'effraiera point. Pour ma patrie, pour mon idéal et pour mon peuple, périr n'est qu'un sublime sacrifice auquel je suis déjà résigné. Et en résistant, en soldat digne de l'être, à l'exemple de mes frères déjà martyrisés, je saurai mourir. Ce sont des paroles que les étudiants, les jeunes d'aujourd'hui doivent s'approprier. Oui. Et ils vivent dans une Algérie indépendante. Et libre, oui. Il y a plusieurs, alors qu'il n'y avait qu'une seule université, et les musulmans étaient peu nombreux pour arriver à l'université. Et accéder à l'université, accéder et faire au des savoir, études au savoir, oui, parce que lui, justement, comme symbole, il a acquis le savoir et il a mis son savoir au service de la lutte pour l'indépendance. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est très important. On va voir un extrait d'un documentaire réalisé par feu Abdelkrim Djilali, notre journaliste, Allah yarhamou, qui avait fait un travail aussi, un reportage, un documentaire sur justement ces étudiants qui sont montés au maquis. Et donc il revient sur ce fait historique dans un documentaire intitulé Min Jibelina. Ils ont rejoint le maquis. Regardez. Nous sommes en 1930. La France célèbre le centenaire de l'occupation de l'Algérie. 100 ans de domination. Aux uns, la richesse et aux autres, la misère. Au congrès de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale en février 1927, Messali El-Hadj déclare « Le peuple algérien, qui est sous domination française depuis un siècle, n'a plus rien à attendre de la bonne volonté de l'impérialisme français pour améliorer son sort. Et ce n'est pas un hasard si les années 30 du siècle dernier verront naître la génération dont sera issue la plupart des hommes qui prendront les armes pour libérer l'Algérie de l'occupation coloniale. » Parmi ces valeureux patriotes, j'ai choisi de rencontrer 3 personnages ayant répondu en tant qu'étudiants à l'appel de la grève illimitée lancée par l'UGMA, l'Union générale des étudiants musulmans d'Algérie, un certain 19 mai 1956. Tous les 3 finiront par rejoindre les rangs des combattants de l'ALN-FLN. Voilà, un documentaire en tout cas qui a été diffusé sur Canal Algérie et on rend hommage encore une fois à notre regretté journaliste Abdelkrim Djilali, Allah yarhamou, bien sûr à travers ce documentaire, lui qui était passionné par ce qu'il faisait, le journaliste avant tout lui-même, qui a donc interviewé toutes ces personnes qui ont témoigné pour cette journée du 19 mai 1956. Voilà. C'était bien de rappeler le discours de Messali El-Hadj qui a fait au nom de l'étoile nord-africaine à Bruxelles. Le lien, c'est l'idée d'indépendance s'est développée et a été appropriée. Et les étudiants l'ont appropriée. Et ils ont nombreux lycéens, encore une fois, et étudiants ont donné leur vie pour l'indépendance
nationale de l'Algérie. Et nous avons cité comme symbole Pierre Gracia, symbole comme quoi c'était pluriel, c'était pas les musulmans seulement, c'était pas les gueux, c'était pour un noble idéal, l'indépendance. Voilà, une très belle en tout cas conclusion pour l'indépendance. Merci beaucoup, Monsieur Rebah. Et aujourd'hui, les jeunes doivent sauvegarder, je parle de la jeunesse parce que ils sont nombreux. Cette mémoire. Oui, pour la souveraineté nationale. Tout à fait. Faire attention. Voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup, Monsieur Rebah. Je rappelle que vous êtes donc auteur aussi de ces ouvrages et surtout passionné d'histoire. À très bientôt et excellente journée à vous. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, Monsieur Rebah, de parler histoire avec vous. On vous laisse repartir, bien sûr. On continue notre émission. On va retrouver dans un tout petit moment la rubrique Mosaïque avec Nassiba Djaïdir. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, on l'accueille comme chaque mardi matin. Elle est avec nous pour rendre hommage aux artistes peintres algériens. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver. Voilà, et puis bien entendu avec cette belle exposition qui se déroule en ce moment même au Musée des Beaux-Arts. Oui, c'est le dernier jour. Hein. C'est le dernier jour. Mais encore. Avant, une triste nouvelle, la famille des artistes a perdu un artiste qui a marqué son temps, son époque, Youssef Hafid, Allah yarhamou Youssef, toutes nos condoléances à sa famille. Il nous a quitté le deuxième jour de la Eid. Un artiste au parcours riche, imposant. On voit sa photo. Oui, on voit sa photo. Un artiste permanent de la galerie Aïda. Il a eu à exposer dans d'autres galeries, mais je le rencontrais souvent au niveau de la galerie Aïda. Cette galerie qui est animée par Souad Tayyar. Oui. Et il a eu à exposer à titre collectif, à titre personnel. Dans ses expositions, c'était l'Algérie qui était représentée dans sa lumière, ses traditions, ses ambiances. Il y avait les sites, les portraits. C'est un artiste qui a consacré une bonne partie de son temps à sa passion. Il était technicien supérieur en bâtiment. Oui. Et finalement, la passion l'a emporté sur la profession. Alors, il était partagé entre la France, l'Algérie. Il a vécu un temps à Toulouse. Et il a eu à exposer à l'étranger, dans de nombreux pays, dans plusieurs continents. Et il était très apprécié par les artistes. Et il va laisser un grand vide. C'est il une nous a quitté le deuxième jour de l'Aïd. C'est très dur pour sa famille, je suppose. C'est très dur pour sa famille, voilà, pour la famille des artistes. C'est un artiste qui n'était pas très médiatisé, il n'aimait pas trop. Il n'aimait pas trop. Hein. Oui. On arrivait difficilement à lire une interview quand on allait au niveau de la galerie. Il travaillait loin des feux de la rampe, très discret, très modeste. Hélas, il nous a quittés. En tout cas, on présente toutes nos condoléances à sa famille et surtout à sa deuxième famille d'artistes, bien sûr. Tout à fait. Donc, on va parler aussi de cette exposition. Vous disiez que c'était le dernier jour déjà. C'est le dernier jour, le mois du patrimoine. Il a été marqué par de nombreux événements.
tous les musées avaient leur programme, un programme bien arrêté. Donc le Musée national des beaux-arts, la dernière exposition que j'avais eu à réaliser, c'est la calligraphie, l'enluminure, la miniature, on en a parlé la semaine dernière. Cette fois-ci, place à une collection, une exposition consacrée aux peintres qui ont marqué aussi leur temps, leur époque, qui ont marqué de leur empreinte l'art pictural algérien. Alors, le Musée national des beaux-arts a fait sortir de sa réserve sa collection de peinture, donc au niveau de la salle des bronzes, au niveau du musée qui fait face au jardin d'essai, d'ailleurs on a une vue magnifique. Une exposition qui regroupe plusieurs générations d'artistes, des artistes dont la plupart nous ont quittés, donc pour ne citer que Hamch, Azwa Mamri, il y avait aussi Bouzid, Benaboura, Beya, Aïcha Haddad, enfin la liste est longue. Et bien longue. Et bien longue, tout à fait. Et il y a une autre génération intermédiaire, la génération post-indépendante, pour ne citer que Bourdine, Hellel et Salah Malek et d'autres artistes. Voilà, une belle exposition. On va peut-être voir le reportage. Oui, on y va. On vous suit bien sûr à travers donc cette belle exposition du Haut Musée, bien sûr, des Beaux-Arts.
très belle exposition, donc comme vous le disiez, dans la salle des marbres, une grande salle aussi. Une grande salle, il y a deux ailes. Il y a une aile qui a été baptisée du nom de l'artiste peintre Mohamed Khedda, qui a marqué de son empreinte l'art pictural algérien, et l'autre aile est baptisée du nom de Mohamed Issiar. D'ailleurs, dans cette exposition sont présentes leurs œuvres d'art respectives. Alors à la fin du reportage, je ne sais pas si on peut revoir la sculpture. La sculpture, c'est des clés qu'on utilise pour la voiture. C'est des clés qu'on utilise dans la mécanique pour réparer sa voiture, pour desserrer un boulon. Et ben, ce qu'on appelle les clés de fourche. Je ne sais pas si on les appelle les clés de fourche. Enfin, c'est des clés qu'on peut utiliser même à la maison pour desserrer un boulon, pour desserrer une roue de sa voiture. Enfin, clé à fourche. Voilà. Ouais, on va peut-être le revoir. D'accord. C'est juste à la fin. Alors ça, c'est une sculpture signée par Aïcha Haddad. Aïcha Haddad, une artiste, l'une des pionnières de la peinture algérienne. Et je m'en souviens, il y a quelques années de ça, on lui avait rendu visite avec l'équipe, on avait réalisé son portrait. Elle était en train de préparer son exposition au Musée national des Beaux-Arts. Je ne sais pas si on peut revoir dans ce petit moment la sculpture. Cette réalisation. Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci. C'est ça. Voilà. Et elle était en train de, justement, on s'est dit, oh là là, combien de clés il y a fallu pour monter cette sculpture, monter cette sculpture, et ça a fait l'objet d'une exposition avec ses peintures. Voilà. Et là, j'étais contente de la retrouver, de la redécouvrir à nouveau dans ce lieu d'art et d'histoire, aux côtés d'autres œuvres d'art signées par d'autres peintres. Et ça remonte, vous rappelle de bons très loin. Absolument, aussi. Ça me rappelle de bons souvenirs que deux fois j'ai eu à rencontrer Aïcha Haddad. Il y a une galerie qui a été baptisée à la rue de Chmourad du nom de cet artiste. Et il y a d'autres œuvres qu'on va voir. Peut-être que Hanan va préparer d'autres peintures, on va les voir. Alors c'est aussi l'occasion de revoir un petit peu le potentiel de nos artistes algériens. Aujourd'hui, les musées sont gratuits, c'est le dernier jour du mois du patrimoine. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des musées, donc c'est l'occasion d'aller visiter cette exposition, vous rendre dans différents musées et pourquoi pas celui donc des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, on peut faire une petite virée dans le jardin d'essai, se promener et terminer par l'exposition qui se trouve actuellement, qui est visible jusqu'à ce soir au niveau du musée des Beaux-Arts. Donc je disais, il y a d'autres artistes, il y a aussi Elsri Zerarti, il y en a qui nous ont quittés et d'autres non. La plupart de ces artistes sont nés début du XXe siècle et qui ont fait leur temps, qui ont marqué aussi. C'était une manière c'était pendant la période coloniale aussi, ils se sont imposés par leur peinture et ils ont donné libre cours à leur créativité, Amel. Donc ce sont des artistes qui ont marqué leur temps, qui ont laissé, qu'on ne doit pas oublier, c'est un devoir de mémoire. Toutes les fois où il y a le mois du patrimoine, donc il y a aussi ce devoir de mémoire envers tous ces artistes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur époque, qui ont marqué de leur empreinte l'art. C'est très important d'éduquer bien sûr la jeunesse aussi à travers ce patrimoine, ces écoles. Absolument, il y a Temem, il y a Yilles, il y a Beya aussi, la grande Beya. Voilà, qui était dans l'art naïf, qui a marqué aussi de son empreinte l'art algérien. Et d'autres artistes, bon, je ne peux pas tous les citer, il y avait aussi les œuvres de Ali Khoja, le neveu de Mohamed et Omar Rassim, aussi, qui était graveur, peintre, miniaturiste. Et il y a d'autres aussi, il y a Louaïl, Choukri Misli, et d'autres, et la génération montante qui est arrivée après. Qui est arrivée. Et toutes ces œuvres ont fait l'objet d'acquisitions auprès du musée. Il y a des œuvres qui ont été acquises dans les années 50, 60, d'autres après l'indépendance, d'autres œuvres d'art avant l'indépendance. Et ce ne sont pas, je ne sais pas, vous avez pu le remarquer, ce ne sont pas des peintures de chevalet. Donc il y a une vision, une réflexion, il y a toute une philosophie de la vie. Bien sûr, il faut remettre ces œuvres-là dans le contexte de l'époque. Et c'est de l'art moderne. Ils ont donné, chacun d'entre eux a donné une touche personnelle à son travail d'artiste. On les appelait les artistes contemporains à l'époque. On a pu voir aussi l'œuvre d'art de Samsung, un artiste aussi qui était très, très prolifique. Ensuite, il a eu un grave accident qui a fait qu'il a été cloué
sur un fauteuil roulant, malheureusement, et qui nous a quittés en 1988. On va revenir sur la nouvelle donc, qui attriste les artistes, peintres et tous les Algériens aussi qui s'intéressent à l'art pictural algérien. Donc la disparition de l'artiste peintre, absolument, Monsieur Hafid. Youssef Hafid, qui nous a quitté le 2e jour. On va voir sa photo et on va voir aussi ses tableaux. Absolument. Et il y a d'autres, il y a quelques-unes de ses œuvres. Je vous l'avais dit tout au début, l'Algérie représentée dans ses traditions, ses ambiances, sa lumière, il a sa façon à lui, sa vision à lui de peindre, il avait sa touche personnelle en fait, voilà. Allah yarhamou. Et encore une fois, on présente nos condoléances à sa famille. Merci beaucoup Nassiba, à mardi prochain, excellente journée, une très belle exposition que vous nous avez proposée ce matin. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission, j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. En tout cas, on vous dit bonne journée et puis on vous retrouvera dès demain à partir donc, de 8h30 avec Smaïl Belqaïdi à partir de la station de Constantine. Jeudi, vous aurez rendez-vous avec Iman Mahrougras à partir d'Oran. Et puis, on retrouvera bien sûr le plateau principal ici à Alger avec Nour Houda Bouzegaou à partir donc, de vendredi matin. Merci.